surprise, une heureuse surprise. Évidemment, ça crée une espèce de décalage persistant entre la manière dont je me perçois ou je perçois ma recherche et le genre de perception auquel renvoient ces prix. Mais voilà, ça fait plaisir, on vit avec. Mais bon, après, la vie reprend. Et je veux dire, faire de la bonne recherche reste tout aussi... Enfin, demande tout autant d'investissement. Les choses ne deviennent pas plus faciles pour autant, mais voilà, c'est un moment de bonheur. Ouais. Un des bénéfices de ce genre de reconnaissance, c'est que ça facilite le recrutement de très bons chercheurs. Or, bon, la science est avant tout un travail d'équipe. Et donc, être capable de former des équipes avec les éléments les plus brillants, doctorants, postdoctorants, jeunes collègues, est essentiel. Et donc, évidemment, avoir une certaine aura nationale ou internationale facilite ce processus. Donc, c'est très, très important pour le succès des recherches. Alors, j'ai fait mon doctorat ici à l'UCL entre 1985 et 1988. Et c'est un doctorat assez aventureux parce que j'étudiais la désertification au Sahel africain. Et donc, j'ai sillonné tout le Sahel sur une petite moto et j'allais de village en village avec des images des satellites d'observation de la Terre que je comparais à ce que je voyais sur le terrain. Je dormais à la belle étoile. Enfin, il y avait un côté un peu aventure qui m'a bien plu. Ensuite, une autre étape importante, j'ai été engagé comme professeur assistant à la Boston University. Et je n'avais que 28 ans, j'avais un anglais très approximatif, aucune expérience de l'enseignement. Et donc la seule différence entre les étudiants et moi, c'est que j'apprenais les choses quelques heures avant le cours et eux quelques heures après, mais c'était quand même des années où j'ai appris énormément. Ensuite, ça fait maintenant presque 20 ans que je suis à l'UCL et depuis 2010, je partage mon temps entre l'Université de Stanford en Californie et l'UCL, donc à peu près 5 mois à Stanford et le reste de l'année ici à l'UCL. Ce qui est finalement un arrangement extrêmement stimulant, ce sont des mondes complètement différents et donc ça m'oblige à m'adapter à des modes de fonctionnement, de la recherche, de l'enseignement qui sont très très contrastés. Évidemment, à l'Université de Stanford, c'est dans le top 3, disons, top 4 des meilleures universités au monde. C'est un milieu très, très exigeant, très stimulant, où on est quasiment obsédé par son travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est entouré d'une élite scientifique, que ce soit les étudiants, les doctorants, les collègues. Donc on avance beaucoup, mais ça devient un peu lourd. Enfin, c'est une telle pression scientifique que finalement on ne sort jamais de ce cadre scientifique. Je pense que dans un cadre ici en Belgique, en Europe, on a peut-être trouvé un meilleur équilibre entre les exigences de la recherche, de l'enseignement et d'une vie un peu plus équilibrée, ce qui en un sens permet d'avoir un petit peu plus de recul par rapport à son travail de chercheur et peut-être même d'être plus créatif pour cette raison-là, parce qu'on est un peu plus détaché, on est moins sous ce système de pression permanente. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai rencontré un modèle absolu dans la recherche, mais j'ai eu la chance de travailler, de fréquenter plusieurs collègues seniors qui chacun avait des qualités remarquables que j'ai essayé un peu d'émuler ou en tout cas de mettre ensemble. J'avais un collègue américain, Alan Streller, qui était un homme qui développait des approches très très quantitatives et rigoureuses sur les questions environnementales. Une collègue anglaise, Jane Geyer, qui faisait des travaux de terrain extrêmement approfondis en Afrique, qui passait énormément de temps à aller jusqu'au fond des problèmes. Un autre collègue, Billy Turner, qui toujours poussait à se poser les questions sur la vision d'ensemble d'un domaine de recherche et toujours essayer de voir qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Et donc, chacun de ces collègues m'a aidé à un peu développer un profil scientifique, disons. Alors, les clés de la réussite pour un chercheur, je crois que malheureusement, il n'y a pas de recette de cuisine. Je pense qu'être un bon chercheur, finalement, nécessite un mélange assez improbable d'attributs. Il faut à la fois être créatif, très curieux, garder une certaine légèreté pour ne pas se faire écraser un peu par les exigences de la recherche. Mais à côté de ça, il faut être très rigoureux, très, très persistant, un peu acharné dans son travail. Je pense qu'il est aussi important de ne pas avoir peur de se retrouver tout seul sur un domaine de recherche qui est peut-être considéré comme peu productif, peu prometteur par les autres et oser persister dans cette voie. C'est important de plus en plus d'être très organisé parce qu'aujourd'hui il y a des exigences qui viennent de la recherche mais de l'enseignement et de plus en plus de l'administration. Et si on ne parvient pas à concilier ces différentes demandes, on peut très vite disons, être un peu épuisé par cette situation et en perdre de nouveau sa créativité. Moi, je n'ai jamais vraiment défini un objectif à long terme ou un plan à long terme pour ma carrière. J'essaie de
prendre plaisir à la recherche, d'être guidé par ma curiosité, d'être toujours là où peut-être on ne m'attend pas, toujours un coup d'avance, disons, sur la communauté scientifique dans mon domaine, et de trouver un peu ce bonheur de la découverte, de l'apprentissage permanent de nouvelles questions. Beaucoup. En fait, je suis un cavalier passionné, je monte 2 ou 3 chevaux tous les jours, je lis énormément, des grands romans étrangers, j'aime beaucoup la musique de jazz, les week-ends, je suis sur mon vélo tout-terrain dans les forêts, en été, je fais des ascensions, je fais beaucoup d'alpinisme, donc beaucoup d'entraînement à l'avance, et je pense que c'est vraiment essentiel de garder cette vie équilibrée pour rester justement créatif sur le long terme, tenir la distance. Alors, mes recherches sont toujours centrées sur l'étude des interactions entre l'activité humaine et l'environnement naturel, et en particulier les écosystèmes terrestres, donc tout ce qui se passe à la surface de la Terre. Et j'ai toujours essayé de développer des méthodes, disons, assez rigoureuses pour étudier cette dynamique entre l'homme et son environnement, par une combinaison de séries temporelles, des images, des données fournies par les satellites d'observation de la Terre, dont on dispose maintenant presque 40 ans d'archives, et des données socio-économiques très détaillées que nous allons mesurer sur le terrain en faisant des enquêtes de ménage, etc. Alors, dans mon domaine, on ne peut pas vraiment parler d'une ou deux grandes découvertes, c'est plutôt le fait de développer une approche pour étudier un phénomène et l'appliquer à une série d'études de cas, de situations régionales ou de problèmes environnementaux différents. Et la multiplication de ces études finalement donne une vision d'ensemble sur la dynamique des changements environnementaux. Et donc, peut-être qu'une chose qui a caractérisé ma recherche, c'est d'avoir périodiquement renouvelé un peu le type de questions de recherche qu'on se posait, mais toujours en appliquant la même perspective, la même méthodologie de recherche. On l'a appliqué à l'étude de la déforestation, de la reforestation, de l'impact des changements environnementaux sur les conflits, sur les migrations, sur la santé, donc une série de déclinaisons d'un même thème de recherche qui, de manière agrégée, a permis de mieux comprendre justement cette dynamique des changements environnementaux. Alors l'objectif ultime de ces recherches, c'est un peu de produire cette compréhension qui est nécessaire pour gérer une transition vers un développement plus durable. Je pense que l'humanité fait quand même face à des défis importants sur le plan social et environnemental. On peut y faire face parce que nous avons la capacité de comprendre et d'anticiper ces problèmes, mais ça nécessite quand même d'aller au-delà de compréhension très simpliste des défis et d'aller assez à fond dans la compréhension des interactions de nouveau entre l'activité humaine et l'environnement. Depuis quelques années, on a vraiment pris conscience que nous vivons à l'ère de la mondialisation, que le monde est terriblement interconnecté par le commerce, les flux d'informations, les investissements en capitaux, la mobilité humaine, et que ça influence de manière fondamentale la manière dont les changements environnementaux se produisent. Et donc, c'est vraiment le thème de recherche qui nous occupe aujourd'hui, et un peu regarder les deux faces de la mondialisation. D'un côté, la mondialisation peut amplifier, accélérer les changements environnementaux, mais d'une autre part, la mondialisation donne accès à des mécanismes de régulation justement de ces effets pervers, via des mécanismes de régulation privés, donc via le marché, l'éco-certification par exemple, ou des engagements que des compagnies multinationales prennent sur l'origine des produits qu'ils achètent et les pratiques de production associées à ces produits.